Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Sueur en Sueur, j'allais dire, mais n'importe quoi, non, c'est plutôt La Sueur News. La Sueur en Sueur, c'est bien évidemment notre cher Rusty B qui va dans tous les gyms de France. D'ailleurs, on vous prépare le prochain. N'hésitez pas à checker la chaîne de Clément Marco et puis notre dernière vidéo. Ça nous fait énormément plaisir. Bref, je me suis un peu mélangé les pinceaux. Ce que je voulais dire surtout, c'est bon, là, c'est actu en sueur parce qu'il y a eu pas mal de news qui sont arrivées ces derniers temps. Tout d'abord, on en avait un petit peu peur, mais ça y est, ça a été officialisé par Dana White, donc le président de l'UFC, qui a accordé une interview à TSN et également ESPN, donc TSN qui fait partie du network ESPN, pour dire que oui, le prochain combat de Francis Ngannou sera contre Derrick Lewis. Oui, vous êtes triste, mais il y a quelques petites explications à ça. Contre Derrick Lewis cet été, bien évidemment, ce ne sera pas en juillet, puisque juillet, il y a déjà le pay-per-view Conor McGregor contre Dustin Poirier prévu le 10 juillet prochain à la T-Mobile Arena de Las Vegas, donc le retour des fans, UFC 264, énorme événement. On peut s'attendre à ce que ce soit pour l'UFC donc 265, prévu le 7 août prochain. Pour l'instant, le premier combat qui a été annoncé, donc sécurisé, officialisé, c'est Amanda Nunes contre Juliana Peña, défense de titre bantamweight pour Amanda Nunes, mais c'est vrai que certes, elle a déjà été main event de pay-per-view par le passé, mais c'est un petit peu léger, si vous voulez, pour un pay-per-view. Donc, peut-être que l'UFC va privilégier Francis pour cette carte-là, ou alors faire un deuxième pay-per-view dans le mois, comme ils l'ont fait, bien évidemment, par le passé. L'UFC, donc, vise l'été pour cette revanche, sur le papier, vraiment sur le papier, personnellement, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à John Jones contre Francis. Je vais y revenir un petit peu en détail après. Mais sur le papier, moi, je n'y suis pas vraiment opposé au combat entre Derrick Lewis et Francis Ngannou. D'une part, parce que c'est vrai que le premier combat, peut-être le pire de l'UFC. Quand je dis le pire, c'est dans le sens où il s'est absolument rien passé. Victoire par décision unanime de Derrick Lewis au bout de l'ennui, littéralement. D'un côté, Derrick Lewis qui avait des problèmes de dos, et de l'autre, Francis qui sortait de sa défaite face à Stipe Miocic et qui était encore un peu justement perturbé par cette défaite-là. Donc c'est vrai qu'il y a eu énormément d'appréhension des deux côtés, mais sur le papier, le combat promettait énormément. Et là, les deux sont au top. Francis qui est là en pleine bourre, qui a retrouvé tout son mojo. Finalement, rendez-vous compte, un Stipe Miocic qui s'est fait finir par KO au deuxième round en mars dernier. C'est le gars qui a tenu le plus longtemps contre Francis depuis leur premier combat enfin, en excluant bien évidemment le combat contre Derrick Lewis, mais depuis 2018, si vous voulez. De l'autre côté, Derrick Lewis, là, qui sort d'une victoire par KO deuxième round contre Curtis Blades, qui était numéro 2 de la catégorie. Désormais, Derrick Lewis est numéro 2. Donc sur le papier, là, les deux, ils sont en pleine forme. Derrick Lewis n'a plus ses problèmes de dos. Bon, on peut s'attendre à un énorme choc des titans. Ce qui serait intéressant aussi, c'est mine de rien de se dire, avec tous les progrès qu'a fait Francis, peut-être qu'il pourrait tenter une amenée au sol, qui sait. Mais en tout cas, sur le papier, moi, j'ai vraiment envie de voir ce combat-là, parce on peut vraiment avoir quelque chose qu'on n'a jamais vu. Si vous voulez, c'est un peu le Bellator. Ils auraient pu avoir en light heavyweight Romero contre Anthony Johnson. Là, on aurait, dans leur prime, les deux plus gros, entre guillemets, cogneurs / machine à KO de l'UFC de la catégorie. Derrick Lewis partage le record, je crois, de KO en heavyweight à l'UFC. Et de l'autre, Francis, on n'a plus besoin de le présenter, bien évidemment. Donc, personnellement, moi, j'ai vraiment envie de voir ce combat-là. Et les deux au top, ça peut vraiment être quelque chose d'exceptionnel, même si, bien évidemment, je mets une énorme pièce sur Francis. Parce que voilà, au cours de sa carrière, même quand on pense au premier combat contre Stipe, où ça a été très difficile pour Francis, on l'a jamais vu vraiment sonner. Là, quand Stipe a cru avoir sonné Francis, il s'est précipité et il s'est retrouvé être mis KO, alors que Francis, en fait, il avait juste reset, entre guillemets. Il était surpris du coup qu'il avait reçu, mais il n'était pas, il était pas knockdown, pas chancelant, rien du tout. Et donc, c'est vrai que, à contrario, Derrick Lewis, qui certes s'impose énormément par KO, on l'a déjà vu sonner, on l'a déjà vu abandonner, c'est peut-être un petit peu dur ce que je vais dire, lors de combats, je pense notamment au combat contre Junior Dos Santos. Donc, je pense que s'il y a des échanges entre les deux hommes, ça va être plutôt en faveur de Francis, et je pense pas que Derrick Lewis puisse résister finalement à la puissance de Francis. Au contraire de Francis, bien évidemment pas sur la durée, s'il se prend énormément de coups, ça va être compliqué pour Francis, mais je pense que Francis, qu'on n'a jamais vu chancelant depuis le début, alors qu'il s'est pris des coups contre Miocic, il s'est pris aussi, mine de rien, des coups contre Jairzinho Rozenstruik, qui lui aussi met KO énormément de personnes, et pareil, n'a pas bronché Francis. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est... Et puis,
Donc il y a cet aspect-là déjà. Et puis mine de rien aussi, Francis, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, il est très intelligent. Il arrive à on a vu tous les progrès qu'il a effectués, il peut changer son style. Contre Stipe Miocic, il était plus lourd pour justement contrer la lutte de Stipe. Là, il veut être un petit peu plus léger, mais il va vraiment préparer ça de la meilleure des manières. Reste à savoir maintenant quelle sera l'approche de Francis. S'il peut se dire, bah voilà, je fais face à Derek Lewis, donc je peux me permettre d'arriver comme contre Jairzinho Rozenstruik, ou au contraire, je vais avoir une approche un petit peu plus différente, un petit peu plus patiente, voilà. Donc bref, moi en tout cas, j'ai vraiment envie de voir ce combat, de les voir au top et de voir le combat tel qu'il aurait dû être finalement en 2018. Et donc pour John Jones, bah voilà, là aujourd'hui, Dana White, il est un peu dans une impasse avec John Jones, mais Hunter Campbell, qui représente en fait qui est vice-président, je crois, pour l'UFC, mais plutôt dans ce qui est côté au niveau de tout ce qui est négociation des contrats et ce genre de choses, bras droit de Dana White donc, John Jones entretient de très bons rapports avec Hunter Campbell, donc les deux vont échanger quant au futur de John Jones, parce que je rappelle, le plan de l'UFC à la base, c'était de faire John Jones, Francis Ngannou, enfin John Jones contre le vainqueur de Francis Stipe Miocic cet été. John Jones ensuite a demandé trop d'argent selon l'UFC bien entendu, et donc là il a été un petit peu mis de côté, parce que c'est vrai que Derek Lewis, quand John Jones a tweeté 8 ou 10 millions, moi ça m'ira pas du tout. Derek Lewis a dit ah bah moi pour 8 millions clairement je le fais. Depuis, John Jones s'est séparé de son agence de management, donc First Round Management, qui manage également Jorge Masvidal et énormément d'autres combattants. Pour l'instant, il est free agent en termes de management, parce qu'apparemment, de ce qui se dit, c'est que ça faisait quelques années en fait que John Jones gérait seul ses négociations. Et c'est vrai que là, il atteint un petit peu une situation compliquée avec l'UFC, parce que il estime mériter une certaine somme. L'UFC n'est pas prête pour l'instant à lui offrir cette somme-là. Dana White, dans une interview accordée à ESPN, a dit que l'UFC pourrait peut-être faire. Déjà, Dana White a dit qu'il se réjouissait que Stipe Miocic veuille revenir au combat. C'est le plus grand heavyweight de tous les temps, selon Dana White là aussi. Et a dit on pourrait peut-être faire John Jones contre Stipe Miocic. Personnellement, moi, si Stipe avait eu la ceinture, ça m'aurait intéressé, mais là, sans ceinture, c'est un super combat. C'est un super combat. Mais c'est vrai que je sais pas, il y a quelque chose, je sais pas si vous êtes de mon avis ou pas, mais il y aurait un petit côté un peu dommage que ce combat-là ne se fasse pas pour la ceinture. C'est que John Jones, mine de rien, qui est le plus grand light heavyweight de tous les temps, vous regardez son règne, plus jeune champion, il a battu différentes générations de combattants, ça fait depuis, je crois, 2011 ou 2013 qu'il n'est que dans des combats pour le titre. Voilà, ce serait presque dommage, en fait, qu'il y ait ce combat-là qui ne soit pas pour la ceinture, tant qu'à faire. Ils font Jones Ngannou, si Jones vient à l'emporter, ensuite Jones défend sa ceinture contre Stipe Miocic, parce qu'il y a vraiment ce côté, le GOAT des light heavyweight contre le GOAT des heavyweight, en plus pour la ceinture. Là, si c'est juste pour le title shot, ça enlève, selon moi, un petit peu d'excitation quant au combat. Mais en tout cas, voilà. Et puis, concernant bien évidemment l'attente de John Jones, si ce combat-là ne se fait pas, ce qui est intéressant aussi, mine de rien, c'est que l'UFC fait un petit peu plus saliver les fans. Pas à la façon de la boxe anglaise, par exemple, avec Anthony Joshua Diarm, qui doit se dérouler entre le 7 et 8 août, là, c'est ce on a dit à Sky Sports, mais au sens où on attend, quasi interminable pour attendre un vrai choc que tout le monde veut voir. Mais là, plutôt, les fans patientent un tout petit peu pour un combat. On a Derek Lewis contre Francis Ngannou, qui est ce petit popcorn, si vous voulez. Et ensuite, là, le film démarre avec Ngannou contre John Jones. Donc comme ça, les fans ont le temps de patienter un petit peu avec un combat qui est assez intéressant. Ça permet à Ngannou d'avoir première défense de ceinture, de cocher aussi définitivement la case « j'ai nettoyé toute la catégorie », parce que ça, c'est important pour justement établir un petit peu la légitimité de son champion. Francis est déjà clairement légitime, hein, on va pas se mentir, mais c'est un pas de plus, si vous voulez, pour qu'ensuite, à la fin de l'année, parce que là aussi, je pense que ça joue un petit peu, à mon avis, du côté de l'UFC. C'est ce côté, Dana White, ça a toujours été très important pour lui, vous l'avez vu là pour le retour, il a toujours dit, dès qu'on peut avoir du public, mais pas la moitié, pas remplir la moitié de la salle. Dès qu'on peut faire vraiment une salle complète, on sera les premiers à faire, on le fera. Ils l'ont montré. Là, il y a eu Canelo au Texas avec Eddie Hearn, bien évidemment. Mais Dana White a toujours eu cette volonté-là, quand il peut faire les choses en grand, il va vraiment vouloir le faire. Et surtout, il va le faire. Et donc, pour un combat de cette ampleur, là, par exemple, Conor McGregor contre Dustin Poirier, c'est ce combat-là qui marque le retour du public à Las Vegas. Il fallait vraiment marquer le coup, si vous voulez, pour que le retour de l'UFC dans sa ville avec le public, dans cette ère, bien évidemment, Covid, il y ait quelque chose qui marque les esprits. Là, je pense que
on en parle depuis un certain temps. Le premier combat de l'UFC qui aura lieu dans le stade de Legion Stadium à Las Vegas, donc c'est je crois 60 ou 70 000 places, ça pourrait être ce combat-là. Et je pense que l'UFC, ils veulent aussi que tous les voyants sont ouverts pour qu'un combat de l'ampleur de Ngannou contre John Jones, ça se déroule dans un lieu qui soit à la hauteur justement de ce combat-là. Donc c'est vrai que peut-être aussi ils se disent, bon, bah, on fait ça en fin d'année, ce sera nickel, on peut prendre ça dans un stade, faire ça ailleurs, peut-être, who knows, dans un autre endroit aussi, mais voilà, que vraiment tout soit réuni pour que ce soit un événement exceptionnel. Donc voilà, là, Francis deviendra encore un petit peu plus une star en cas de victoire contre Derek Lewis. Et de son côté, John Jones, soit il attend pour, bien évidemment, poursuivre sa montée chez les heavyweight, parce que c'est pas anodin non plus. Mine de rien, là, les dernières tentatives qu'il y a eu, je pense notamment, par exemple, à John Jones, qui a essayé de monter chez les... John Jones, wow, Israël Adesanya qui a tenté de monter chez les light heavyweight, Max Holloway qui avait tenté de monter chez lightweight face à Dustin Poirier, ou même les descentes, par exemple, je pense à TJ Dillashaw, c'était fait pas dans la précipitation, mais il n'y avait pas eu suffisamment de temps pour que vraiment les corps s'adaptent à ces catégories. Et là, avec un mec comme John Jones, ce serait dommage de prendre le risque finalement d'avoir quelqu'un qui soit pas vraiment prêt à la catégorie. Là, vous avez encore un peu plus de temps, il aura eu 1 an et demi pour faire son processus de montée. John Jones, il sera vraiment dans des conditions optimales. Et pour moi, ce serait vraiment important, je veux dire, pour lui, un combat de cette ampleur qui, peut-être, va marquer l'histoire du MMA parce que en cas de victoire de John Jones, il y aurait clairement un avant-après Ngannou John Jones. Donc voilà pour ce combat-là. Je pense qu'on a fait le tour. Donc le prochain pour Francis, ce sera Derek Lewis. Et puis après, à suivre, mais vivement la suite. Il y a aussi un petit point, bien évidemment, sur Kevin Lee. Kevin Lee qui a donc dit là, qu'il se voyait revenir. Donc là, après une longue pause, Kevin Lee, qui est absent de l'UFC depuis sa défaite contre Charles Oliveira, il veut monter à nouveau chez les moins de 77 kilos. Et c'est là que, pour le cas de Kevin Lee, ce qui est assez intéressant, c'est que ça pose vraiment cette question-là à l'UFC de peut-être qu'il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de catégories, parce qu'il fait partie de ces mecs-là, Kevin Lee, qui sont trop petits pour les 77 kilos et trop gros, trop imposants finalement pour les 70 kilos. Et 7 kilos d'écart entre deux catégories, c'est énorme. C'est comme la différence avec l'UFC entre les moins de 84 et moins de 93 kilos. Enfin, c'est 9 kilos d'écart, si vous voulez, c'est pas le même être humain, entre guillemets. C'est comme vous mettez Rust à côté de Cyril Gann. On peut se dire, wow, enfin, ça n'a vraiment rien à voir. Et là, on est un petit peu dans ce côté-là avec ces catégories où c'est vrai un intermédiaire, ce serait pas mal. Parce que mine de rien, pour les personnes qui ont la morphologie de Kevin Lee, c'est très compliqué. Il s'est été essayé en moins de 77 kilos avec le succès qu'on connaît. Donc succès qu'on connaît, il y a eu cette défaite face à Kevin Lee, face à Rafael dos Anjos. Il y a eu également non, il avait fait, ouais, exactement, qu'un seul combat, donc c'était face à Rafael dos Anjos, main event, défaite par soumission. Ensuite, il était redescendu en lightweight contre Gregor Gillespie, KO, première défaite et seule jusqu'à maintenant, infligé à Gregor Gillespie, un KO absolument magnifique. Il avait commencé aussi sa collaboration avec Firas Zabi au Tristar Gym. Il était ensuite revenu quelques mois plus tard face à Charles Oliveira pour perdre par soumission au 3e round. Mais là aussi, on avait vu une attitude assez particulière de Kevin Lee qui avait manqué le poids également. Et même dans le combat, on avait retrouvé ce Kevin Lee qui abandonne un petit peu quelque part. Donc c'est vrai que là, il avait décidé de prendre une longue pause pour vraiment se poser, prendre le temps. Voilà. Bah, personnellement, je ne sais pas trop quoi en penser parce que c'est vrai que Kevin Lee, ça fait énormément de temps que sur le papier, on dit il a le potentiel pour être champion, pour faire de grandes choses. En lightweight, il y a toujours eu ses problèmes de poids. Welterweight, il avait essayé contre Rafael dos Anjos, mais Rafael dos Anjos, légende de son état, il n'y a rien de désolant ou de honteux à perdre contre Rafael dos Anjos. Il avait été juste un peu court dans ce combat-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas tenter chez les welter? Là, il a pris le temps justement de faire une pause. Personnellement, en fait, moi, je demande juste à voir pour et puis qu'il ait 2-3 combats, puis avec une montée, on va dire crescendo, parce que peut-être c'est vrai que après sa défaite contre Alia Quinta par décision unanime, directement pour son premier combat chez les welter, le mettre contre RDA, la marche était peut-être un peu trop haute pour des débuts chez les welter. Quoi qu'on en, quoi qu'on en dise, RDA n'est pas un gros welter non plus. Donc c'est vrai qu'on peut balancer les arguments. J'attends de voir pour Kevin Lee, mais moi en tout cas j'ai envie de le revoir et puis j'ai envie de me dire, pour quelqu'un qui est quand même qui a 28 ans, qui n'a que 28 ans pour l'instant encore, hein, enfin ça reste quand même jeune dans une carrière de MMA, j'ai envie de le voir moi personnellement, avoir l'occasion en fait de
de montrer de quoi il est vraiment capable au plus haut niveau. Donc voilà, affaire à suivre en tout cas pour Kevin Lee. C'était ce nouvel épisode de La Sueur en Sueur. Actu en sueur. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Big shout out à My Sweet Protein, moins 40% en ce moment sur tout My Protein avec le code La Sueur, et moins 10% sur tout Venom avec le code La Sueur. Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de La Sueur. À très vite pour de nouvelles aventures. Yeah.